Il est important de comprendre qu'on n'étudie ici que des cas particuliers. Le calcul des limites de façon générale est assez intuitif. Ici on a identifié au moins une forme indéterminée, et c'est ça qu'on va chercher à résoudre. Lorsqu'on a une forme indéterminée de type plus l'infini moins l'infini, la question qui se pose est qui est le plus puissant? On utilise alors la méthode de factorisation. En s'appuyant sur ce tableau, on identifie le membre le plus puissant, mettons A en rose, pour obtenir dans la parenthèse A facteur de 1 plus ou moins des quotients, qui tendent forcément vers 0, puisque B et C sont moins puissants que A. Il nous reste donc une fois A, et on a levé notre indétermination. Lorsqu'il s'agit d'un quotient infini sur infini, on applique la même méthode, sauf qu'on l'applique au numérateur et au dénominateur. On se retrouve donc avec un quotient de chaque membre le plus puissant, pour lequel on a cette fois des formules pour conclure. Lorsqu'on a une forme indéterminée 0 sur 0, on teste cette fois d'abord la méthode du nombre dérivé, qui s'appuie sur la définition d'un nombre dérivé en 0. Donc f' de 0 vaut, par définition, la limite du taux d'accroissement en 0, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0, donc x. On déduit trois formules à connaître, limite en 0 de exponentielle de x moins exponentielle de 0, qui vaut 1, sur x, égale la dérivée de l'exponentielle en 0, e de 0, qui vaut 1. Pour le nombre dérivé du logarithme, cette fois en 1, ça nous donne limite de logarithme de x moins logarithme de 1 qui vaut 0, sur x moins 1, qui vaut la dérivée de logarithme de x, donc 1 sur x, en 1 sur 1 qui nous donne 1. Et pour le sinus, ça nous donne la limite en 0 de sinus x moins sinus 0 qui vaut 0, sur x moins 0, on trouve dérivée de sinus égale cosinus de 0, 1. Donc on a chaque fois 1. Comment on utilise ça? Eh bien, dans l'expression qu'on a, on identifie cette structure connue, et il va nous rester un reste R de x, et cette fois on a levé l'indétermination, 0 sur 0, on n'a plus qu'à trouver la limite de R de x. Dernière forme indéterminée, 0 fois l'infini, pas de méthode particulière, en fait on est ramené à étudier l'un des deux quotients précédents, soit l'infini sur l'infini, soit 0 sur 0, simplement en transformant l'expression. Dernier cas parfois qui pose des difficultés, celui où on ne connaît pas la limite, c'est-à-dire en gros sinus et cosinus en l'infini. Dans ce cas on encadre par exemple une expression du sinus, on arrive par transformation successive à la même expression à gauche et à droite, mais cette fois avec moins 1 et 1. Notre limite est alors encadrée par ces deux limites, qui peuvent prendre respectivement une valeur L, comme 0, plus l'infini, ou moins l'infini. Par théorème, si on a les mêmes limites au-dessus et en dessous, alors notre expression prend également la même limite en l'infini. Une dernière chose qu'il faut absolument savoir faire avec les limites, c'est trouver une asymptote. Une asymptote classique, c'est une asymptote dite oblique. La courbe de la fonction finit par se confondre avec une droite vers l'infini. Donc mathématiquement, c'est la différence entre la valeur de la fonction, f de x, et la droite d'équation quelconque ax plus b, qui se réduit à néant, donc qui tend vers 0 quand x est suffisamment grand. Une asymptote horizontale, cette fois c'est uniquement un cas particulier du cas précédent, sauf qu'on a une droite horizontale, autrement dit a égale 0, et on a limite en plus d'infini de f de x moins b égale 0. Voilà, donc en prenant un peu de recul, si je viens à tomber sur un sinus ou un cosinus en l'infini, je l'encadre. Si j'ai une forme indéterminée avec deux infinis, je factorise. Et si j'ai une forme indéterminée 0 sur 0, j'essaye d'obtenir un nombre dérivé. Et sinon je vais factoriser par quelque chose qui tend vers 0 à la fois au numérateur et au dénominateur. Si j'ai 0 fois l'infini, je me ramène à l'un des deux cas précédents. Donc en maîtrisant bien en pratique ces méthodes, vous êtes bien armé pour calculer des limites, et la vie est...